C'était censé être le jour le plus heureux de leur vie, mais depuis cette chaude matinée de 1981, personne n'a jamais su ce qui est arrivé à Benedito Ennis. Le village de São Geraldo dos Buriti, dans le nord du Minas Gerais, comptait alors moins de 800 habitants. La plupart des maisons étaient empisées, avec des toits en terre battue et des clôtures en fil de fer barbelé. Les radios à pile étaient la principale source d'information, et la messe dominicale était le lieu de rassemblement familial. Benedito travaillait au tracteur dans la ferme de son beau-père et était connu pour être un homme sérieux mais gentil. Nice enseignait aux enfants du village et vivait chez sa grand-mère depuis la mort prématurée de ses parents. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, et leur mariage allait être l'événement le plus marquant de la décennie. La salle paroissiale était décorée de fleurs sauvages cueillies dans le Cerrado, et les bancs étaient recouverts de tissus brodés à la main par les femmes de la communauté. La cérémonie commença à 16h sous un ciel bleu et dégagé, ce qui rendait l'ensemble encore plus beau. La mariée arriva en calèche, vêtue d'une simple robe blanche et dentelle confectionnée par une couturière de Paracatu. Il l'attendait à l'hôtel, souriant, dans un costume clair emprunté à une cousine d'Eunai. Les seules photos prises l'ont été avec un appareil photo argentique emprunté. L'une d'elles, devenue l'image la plus célèbre de l'affaire, les montre enlacés et souriant devant la maison où ils allaient vivre. Mais ce que cette image ne révèle pas, c'est que, le lendemain du mariage, Benedito et Nice ont disparu sans laisser de traces. La dernière fois qu'on les a vus, c'était vers 22h, lorsqu'ils ont dit au revoir aux invités et se sont dirigés à pied vers la petite maison qu'ils avaient préparée. Il n'y avait pas d'électricité dans les rues en terre battue, et seule la lune éclairait le chemin. La maison se trouvait à environ 600 mètres de l'église, une simple maison de 2 pièces avec un poêle à bois, un lit double et une armoire neuve que Benedito avait montée des semaines auparavant. Le lendemain, la demoiselle d'honneur alla apporter un cadeau, un ensemble de casseroles en aluminium et trouva la porte d'entrée ouverte. Le lit était fait, les vêtements dans la valise étaient encore pliés et le repas de la veille n'avait même pas été remué. Le plus étrange, selon les témoignages de l'époque, était que leurs 2 chaussures se trouvaient là, côte à côte dans un coin de la pièce, comme si elles étaient parties et avaient décidé de ne plus revenir. La nouvelle se répandit rapidement, mais sans téléphone ni poste de police en ville, les recherches tardèrent à démarrer. Les premières tentatives vinrent de la famille et des voisins, qui sillonnèrent la campagne pendant des jours, aucun signe, aucun cri, aucun mot, aucun témoin. Pour beaucoup, il était impossible d'accepter qu'un couple aussi amoureux puisse disparaître quelques heures après avoir échangé leurs alliances. Des théories commencèrent à circuler cette semaine-là, querelle de famille, vengeance d'un ex-petit ami, projet d'évasion, implication dans un projet plus important, mais aucune n'avait de sens étant donné la routine paisible de Benedito Ennis. Sa grand-mère, Hilda, n'avait jamais cru qu'ils étaient partis seuls. Chaque dimanche, pendant 9 ans, elle déposait des fleurs blanches devant la petite église où sa petite-fille s'était mariée, sans jamais manquer un seul dimanche. Même lorsqu'elle commençait à oublier le nom de ses voisins, elle se souvenait encore du sourire de Nice dans sa robe en dentelle. Ce n'est qu'en 1990, 9 ans après sa disparition, qu'une découverte inattendue fit ressurgir une histoire qui semblait jusque-là enfouie. Un pêcheur sur le fleuve São Francisco, à environ 200 km de là, trouva une valise en cuir flottant lentement parmi les branches d'un ruisseau. C'était une de ces vieilles valises, avec un fermoir métallique et un cadre rigide. Elle était entr'ouverte, et à l'intérieur se trouvait un objet qu'il ne pourrait jamais oublier, une robe de mariée encore humide, soigneusement pliée, à côté d'une fleur séchée et d'une alliance avec les initiales, NB. Le pêcheur s'appelait Monsieur Elias et vivait depuis plus de 30 ans sur les rives du fleuve São Francisco, près de Januaria, là où le fleuve forme de profonds bras morts entourés d'arbres tortueux. Homme de peu de mots, il ne faisait pas d'histoire, mais il ne laissait rien passer inaperçu. Ce matin-là, alors qu'il descendait lentement le fleuve à la rame, il aperçut la valise à la dérive, coincée dans les branches d'un lentisque. Au début, il crut à un déchet, mais en la remontant avec l'hameçon, il réalisa que c'était un vieux objet en cuir rugueux, dégageant une forte odeur de moisi. En l'ouvrant, il vit un tissu blanc mouillé, une fleur soigneusement rangée et, plus surprenant encore, une petite alliance de femme gravée des initiales, NB. Elias emporta la valise chez un ami,
le policier à la retraite Admar, qui fit le premier rapprochement, ses initiales lui rappelèrent une ancienne affaire de disparition dans l'intérieur du ménageret. La valise fut apportée au commissariat de Januaria, et la nouvelle parvint à São Geraldo dos Buriti une semaine plus tard, apportée par un vendeur de hamacs. Lorsqu'Hilda apprit qu'une valise contenant une robe et une alliance avait été découverte, elle s'effondra sur le porche et resta silencieuse pendant des heures. La ville fut paralysée. La radio locale reprit l'histoire, et les habitants qui se souvenaient à peine de Nice commencèrent à récupérer des coupures de journaux jaunis. La robe retrouvée était identique à celle portée au mariage, et la fleur, la même que celle que Benedito avait placée dans ses cheveux. Mais le plus frappant était son état, exempt de boue, de sang ou de déchirure, comme si elle avait été conservée avec le plus grand soin, malgré les années. La police de Januaria a rouvert l'enquête, elle a collecté des échantillons de tissu et tenté de reconstituer le parcours de la valise jusqu'au fleuve, un parcours semé d'affluents et de tronçons presque impraticables. Qui a bien pu la transporter jusqu'ici? La sœur cadette de Benedito, Neide, reconnut la robe et la valise comme appartenant à la famille. Elle se souvenait avoir participé au choix des détails au studio de Paracatu. L'identification confirmait, une question subsistait, où étaient les corps? Entre-temps, un souvenir refit surface, la semaine précédant le mariage, Benedito s'était disputé avec Agenor, un homme de la ville voisine qui, disait-on, refusait de la voir épouser un autre homme. La rumeur disait qu'Agenor avait été aperçu sur le chemin de terre, observant la calèche, mais il ne fut jamais sérieusement interrogé et finit par déménager dans le Mato Grosso. Aujourd'hui, avec la réapparition de la valise près de 10 ans plus tard, l'histoire a été révélée. Aujourd'hui encore, les membres de la famille ont le sentiment que quelqu'un, quelque part, sait exactement ce qui s'est passé cette nuit de 1981. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le silence peut aussi cacher des vérités oubliées depuis des années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez le poids de ces silences, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette affaire et des autres mystères à venir. Poursuivons, la valise est toujours en détention, les répercussions s'amplifient et la police civile du Minas Gerais a envoyé une équipe à São Geraldo dos Buriti pour tenter de reconstituer les événements de cette nuit où tout a basculé. À ce sujet, il reprit la parole, se souvint et, comme prévu, éprouva de la crainte. En 1981, l'enquête, menée par un détective inexpérimenté, fut interrompue quelques mois plus tard faute de preuves. En 1990, grâce à de nouvelles techniques et à des ressources accrues, l'espoir de voir enfin la vérité éclater était permis. L'équipe commença par explorer les environs de la maison où Benedito et Nice allaient passer leur nuit de noces. La propriété était toujours debout, bien qu'abandonnée et envahie par de hautes herbes. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté, des morceaux du trousseau étaient intacts, des taches de termites sur les murs et une courte pointe au crochet était toujours drapée sur le lit, comme si elle attendait le retour de quelqu'un. C'est là que la police a trouvé son premier indice concret. Enfoui derrière la maison, sous un morceau de béton mal posé, se trouvait un petit paquet emballé dans du plastique. À l'intérieur se trouvait un mouchoir blanc brodé des initiales, MI, et une enveloppe froissée contenant un mot. L'encre avait pâli, mais avec l'aide d'un restaurateur, ils ont pu déchiffrer une partie du message. Tu sais que je n'ai jamais accepté ça. Tu le regretteras. S'il t'aime, alors laisse-le te le prouver. Dans le noir. L'orthographe était agressive, irrégulière et suggérait un ton menaçant. Elle ne correspondait à aucun nom de famille, mais Dircey, 78 ans, un résident de longue date, se souvenait d'une histoire, une femme nommée Marlène Innocencia, le premier amour de Benedito lorsqu'il était encore adolescent. Selon Dircey, ils se fréquentèrent pendant 3 ans, mais se séparèrent lorsqu'il décida de travailler à la ferme de son beau-père. Marlène, blessée, avait apparemment déménagé dans la ville voisinée, à la connaissance de tous, ne s'était jamais remise de la séparation. Son nom n'apparut jamais dans l'enquête initiale. Retrouver Marlène en 1990 n'a pas été difficile. Elle vivait seule dans une maison simple à Chapadão do Campo, connue pour son caractère solitaire et amer. Interpellée par la police, elle a nié toute implication dans la disparition, mais sa nervosité a attiré l'attention.
Elle a affirmé n'avoir eu aucune nouvelle de la lettre ni de la valise dans la rivière, et n'avoir pas revu Benedito depuis 1979. Un retournement de situation inattendu a propulsé Marlène sous les projecteurs. Un ancien employé du bureau d'état civil local a révélé qu'en septembre 1981, 3 semaines après la disparition du couple, une femme, utilisant des documents au nom d'Anna Dasdor, avait tenté d'enregistrer un mariage civil avec un homme non identifié. Sa signature correspondait à celle de Marlène, et Anna Dasdor n'apparaissait pas dans les registres d'état civil locaux. Le certificat n'a jamais été établi, car elle a disparu avant la deuxième signature. La police a demandé un mandat de perquisition au domicile de Marlène. Lors de la perquisition, ils ont découvert au plafond une petite boîte en bois enveloppée de tissu. À l'intérieur se trouvaient 2 portraits en noir et blanc, l'un de Benedito, l'autre de Nice et un troisième déchiré, ne laissant que le visage de Marlène. Dans la même boîte se trouvait un morceau de dentelle déchiré, du même type que celui utilisé pour la robe de la mariée. Pendant ce temps, à Januaria, le pêcheur Elias retourna à l'endroit où il avait trouvé la valise, espérant y trouver autre chose. Il connaissait chaque méandre de cette rivière comme quelqu'un qui connaît les rides de sa propre main. Mais cette semaine-là, le niveau de l'eau commença à baisser, et ce qu'il découvrit fut encore plus inquiétant. Parmi les racines apparentes d'une lotte, à une trentaine de mètres de la berge, une seconde valise, plus petite, coincée entre des branches et de la boue durcie, commença à apparaître. Elle était faite du même cuir que la précédente, et sa serrure était toujours verrouillée. Les experts médico-légaux furent appelés en urgence. Lorsqu'ils réussirent enfin à l'ouvrir, ils découvrirent quelque chose qui glaça même les enquêteurs les plus expérimentés, 2 paires de chaussures soigneusement enveloppées dans des tissus de coton, une pour homme et une pour femme, portant encore les traces de boue séchée de la nuit de la disparition et, au fond de la valise, une petite Bible ouverte à la page de la Genèse, avec un pétale séché marquant le verset, du jour et de la nuit. Les preuves commençaient à s'accumuler. Les enquêteurs avaient désormais 3 points de convergence: la menace écrite enfouie derrière la maison du couple, la possible fausse identité utilisée par Marlène, et 2 objets symboliques jetés dans la rivière, à des années d'intervalle, par quelqu'un qui semblait vouloir qu'on se souvienne de lui, mais sans dévoiler son visage. Il ne restait plus qu'à découvrir le mobile et si, 9 ans plus tard, les corps seraient encore retrouvés. Dans les jours qui suivirent la découverte de la deuxième valise, l'ambiance à São Geraldo dos Buriti changea. Le silence fit place à la tension, et le mystère, jusque-là lointain, semblait désormais rôder à chaque coin de rue. C'était comme si quelque chose, caché depuis près d'une décennie, refait surface lentement, et personne n'était sûr de vouloir tout savoir. Le chef de la police en charge de l'affaire, Jonas Carvalho, décida de concentrer ses efforts sur les rives du fleuve entre Januaria et São Romão. Avec le soutien de la marine et des pêcheurs locaux, il entreprit une opération de ratissage à l'aide d'hameçons, de plongeurs et de chiens renifleurs. Malgré les difficultés liées au terrain marécageux et instable, c'est lors d'une de ces recherches qu'un des chiens s'arrêta près d'un méandre du fleuve appelé Volta do Morcego, un endroit entouré d'arbres touffus, de racines submergées et de boue sombre. Là, à un peu plus d'1 mètre de profondeur, des plongeurs ont découvert des restes de tissu moisi collés à une branche immergée. Après une fouille minutieuse, ils ont localisé un morceau d'os humain, appartenant apparemment à un bras. Les analyses médico-légales ont confirmé qu'il s'agissait d'un humérus présentant des signes d'exposition prolongée à l'eau. Des marques subtiles, telles que des égratignures ou des coupures, étaient visibles, mais aucune conclusion définitive n'a pu être tirée dans l'immédiat. Malgré tout, la possibilité de localiser enfin les corps a donné un nouvel élan à l'enquête. Pendant ce temps, Dona Hilda, la grand-mère de Nice, reçut une visite inattendue. Un homme âgé, à l'accent prononcé du nord-est, se présenta chez elle en fin d'après-midi, affirmant avoir quelque chose à lui avouer. Il s'appelait Pedro Lin et racontait avoir travaillé 3 mois dans la ferme du beau-père de Benedito en 1981. Selon Pedro, la veille du mariage, il aurait entendu une violente dispute entre Benedito et son beau-père, Monsieur Honorio. La raison en serait une vieille dette et une exigence: Benedito ne pouvait épouser Nice sans avoir signé un document par lequel il renonçait à la part de terre dont il hériterait en cas de décès d'Honorio. Pedro ignorait si Benedito l'avait signé,
mais ce qui l'effraya le plus fut ce qu'il vit le lendemain matin. La chambre du couple était toujours rangée, le portail ouvert et la voiture des Honorio garée avec de la boue sur les pneus, un fait inhabituel, car il sortait rarement le soir. La police s'est ensuite intéressée à Monsieur Honorio, aujourd'hui septuagénaire, vivant isolé dans une petite ferme le long de la route BR 135. Interrogé, il a refusé de parler de son passé, se contentant de dire « on récolte ce que l'on sème ». Cette déclaration a fait couler beaucoup d'encre en ville pendant plusieurs jours. Le point le plus délicat résidait dans un détail que personne n'avait remarqué sur l'acte de mariage religieux. Le prêtre avait noté que le couple avait signé au stylo bleu, alors que sur la version civile, enregistrée 3 jours avant la disparition, Benedito avait signé au stylo noir. La signature était trop petite pour être remarquée sur le moment, mais un expert en écriture a été appelé pour analyser les documents, et le rapport a été concluant, la signature ne correspondait pas. Le document d'état civil n'appartenait pas à Benedito, c'était un faux grossier. Les lignes étaient hésitantes, la pression du stylo inégale. Quelqu'un s'était fait passer pour lui pour officialiser le mariage avant le jour de la cérémonie religieuse. Mais pourquoi? Une nouvelle hypothèse commença à émerger, impliquant non seulement la jalousie et la vengeance, mais aussi des intérêts financiers et d'éventuelles alliances improbables. Si quelqu'un voulait empêcher le mariage par amour ou par argent, il élaborait peut-être un plan pour sauver les apparences et effacer les preuves peu après. Les tensions se sont intensifiées lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles le corps de Nice aurait pu être enterré, et non jeté dans la rivière, comme on le pensait auparavant. Une nonagénaire habitant le quartier a déclaré avoir observé, plus tôt dans la semaine, une activité étrange près d'un vieux puits désaffecté, derrière l'école municipale. Le site avait été fermé en 1982 en raison du risque d'effondrement et n'avait jamais été rouvert sans l'autorisation de la mairie. Des excavatrices furent amenées sur le site, les journalistes commencèrent à arriver et l'agitation gagna la ville. Mardi midi, une excavatrice atteignit une cavité au fond du puits. Le silence qui suivit fut total. Parmi les planches pourries et les pierres détachées se trouvaient des restes de tissu floral, 2 alliances rouillées et des fragments d'os. L'un d'eux portait encore un morceau d'anneau au doigt, le même que celui que Nice portait lors de la cérémonie. L'équipe médico-légale avait tout emporté, mais une chose était sûre, ce n'était pas une simple coïncidence. Restait à déterminer qui avait placé Nice là et ce qu'il avait fait à Benedito. Les fouilles dans l'ancien puits de l'école ont révélé bien plus que des ossements et des bagues, elles ont ravivé avec force le sentiment que quelque chose de grave avait été caché sous le nez de la ville pendant près d'une décennie. São Geraldo dos Buriti vivait avec le mystère, ignorant que les restes d'une des victimes gisaient à quelques mètres seulement de l'endroit où les enfants jouaient chaque jour. L'expertise médico-légale a confirmé ce que tout le monde craignait, les fragments d'os retrouvés appartenaient à Nice de Fatima, la mariée disparue. L'arcade dentaire partiellement préservée a été identifiée par l'un des dentistes de la ville voisine, qui l'avait soignée peu avant le mariage. Les alliances, bien que corrodées, correspondaient parfaitement à la paire originale que Benedito avait commandée à Uré. Mais le rapport révéla aussi quelque chose d'inattendu, Nice ne s'était pas noyée, comme on le pensait, elle avait été asphyxiée. Des marques de pression sur l'osioïde témoignaient d'une strangulation manuelle. Cela changea complètement le cours de l'enquête. On savait désormais qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition, mais d'un homicide, prémédité. L'inspecteur en chef Jonas Carvalho a concentré ses efforts sur 3 suspects principaux. Marlène Innocencia, l'ex de Benedito, dont le comportement obsessionnel et les faux documents la plaçaient sous de forts soupçons. Agenor, l'ex-petite amie de Nice, qui avait été vue de loin en train d'assister au mariage. Monsieur Honorio, le père de la mariée, dont le silence et les éventuels conflits financiers avec son gendre ont soulevé de sérieux doutes. C'est à ce moment-là qu'un nouveau témoin, jusque-là silencieux par peur, est apparu, Joaquino Batista, alors âgé de 14 ans, l'un des garçons qui aidait à la livraison du lait à la ferme de Monsieur Honorio. À presque 24 ans, en 1990, il s'est présenté au commissariat de Paracatu et a déclaré que, la nuit de sa disparition, il avait vu quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage de raconter. Selon Joaquino, il revenait de chez un ami lorsqu'il aperçut une voiture garée derrière la petite église. À l'intérieur se trouvaient 3 personnes en train de se disputer,
un homme âgé, un homme plus jeune et une femme aux cheveux noirs. Il ne reconnut pas leur visage, mais se souvint d'une chose, la femme pleurait, le jeune homme criait, et le plus âgé essayait de les calmer. La voiture fila vers le chemin de terre qui menait au barrage de la ferme du Retiro. Cette information était cruciale, le barrage n'avait jamais été fouillé. Il s'agissait d'un fond artificiel utilisé pour l'irrigation, mais il s'était partiellement asséché cette année-là en raison de la sécheresse prolongée. Le lendemain matin, l'équipe de recherche s'est rendue sur place avec l'aide de bénévoles et de plongeurs de la région de Monte-Claro. Le fond du barrage était dense, sombre, chargé de sédiments et d'objets anciens. Mais le deuxième jour, près du déversoir, l'un des plongeurs a trouvé quelque chose coincé entre les rochers, un squelette presque complet, portant des vêtements d'homme en état de décomposition avancée, mais encore reconnaissable, une chemise claire, une ceinture de cuir et un crucifix noué autour du cou avec un fil. La famille de Benedito l'a confirmé, il portait toujours ce crucifix, un cadeau de sa mère. Son corps avait été attaché aux chevilles avec un fil de fer fin, et une pierre d'une vingtaine de kilos était attachée à sa poitrine avec une vieille ficelle. Benedito avait été jeté là, mort ou encore vivant, l'équipe médico-légale n'a pas pu le confirmer, mais le mode de décès était différent de celui de Nice. Pendant qu'elle était asphyxiée, il avait été lesté, probablement inconscient. La différence dans la méthode d'exécution indiquait un fait important, quelqu'un voulait la réduire au silence directement et personnellement, et il a disparu sans laisser de traces. Cette dualité a conduit les enquêteurs à une nouvelle hypothèse, il ne s'agissait pas d'un seul coupable, mais de deux complices, quelqu'un qui haïssait Benedito, quelqu'un qui enviait Nice, et quelqu'un qui avait le pouvoir et la possibilité de tout effacer en silence. La question n'était plus désormais, que s'est-il passé, mais, qui parmi les vivants garde encore ce secret et pourquoi? La confirmation des décès de Benedito et Nice eut un profond impact sur São Geraldo dos Buriti. Ce qui avait été traité pendant des années comme une tragédie inexplicable prit désormais la forme d'un double crime, aux motivations complexes et aux racines profondes, non seulement la jalousie, mais aussi le contrôle, l'honneur familial et le silence complice. Dona Hilda passa des jours sans quitter la maison. Lorsqu'elle apparut enfin sur le porche, un matin nuageux, elle était vêtue de noir de la tête aux pieds. Elle ne pleurait pas, elle tenait simplement dans ses mains le portrait de sa petite-fille le jour de son mariage. Ils l'ont fait disparaître pour faire taire ce qu'elle savait, mais maintenant Dieu a tiré la bonne ficelle, répéta-t-elle à voix basse, comme si elle ne parlait qu'à elle-même. L'examen médico-légal a confirmé ce que l'on soupçonnait déjà, Benedito et Nice ne sont pas morts en même temps, ni au même endroit. Les vêtements de Benedito étaient secs avant d'entrer dans l'eau, ce qui indique qu'il était déjà mort ou inconscient lorsqu'il a été jeté à l'eau. Les vêtements de Nice, en revanche, portaient des traces de terre argileuse compatibles avec la terre du puits. Tout suggérait que les meurtres avaient été méticuleusement planifiés ou, à tout le moins, froidement exécutés. Le chef de police Jonas a établi une nouvelle chronologie, croisant les données des semaines précédentes. Un fait marquant est ressorti, entre la nuit du mariage et le lendemain matin, il y a eu une période d'exactement 4 heures pendant laquelle les mariés ont disparu et les premières personnes ont commencé à les rechercher. Personne n'avait entendu de cris, et aucune maison avoisinante n'avait été témoin d'une activité étrange. Mais un détail, passé inaperçu pendant des années, est apparu, le souvenir d'une femme nommée Geralda, qui nettoyait l'église à l'époque. Elle raconta que le lendemain du mariage, alors qu'elle balayait l'entrée de l'église, elle avait trouvé une chaussure d'homme appuyée contre le banc latéral, couverte de boue mais encore neuve. Il pensait que c'était important, il pensait que quelqu'un avait perdu quelque chose pendant la fête. Mais lorsqu'ils ont décrit la chaussure à la police cuir marron, semelle épaisse, couture fine, la description correspondait exactement à celle des chaussures offertes à Benedito par son beau-père quelques jours avant le mariage. La question qui se posa immédiatement fut, pourquoi la chaussure de Benedito se trouvait-elle là et non dans la maison où il aurait dû dormir avec Nice? La seule explication logique était que, durant la nuit, Benedito était retourné à l'église où il avait été emmené. Cela raviva une théorie oubliée depuis le début, il ne serait jamais rentré chez eux cette nuit-là. En réexaminant les récits, il apparut clairement qu'aucun témoin n'avait vu le couple entrer dans la maison en costume.
Tout le monde supposait simplement qu'en se disant au revoir et en descendant ensemble le chemin de terre, ils étaient allés directement chez eux. Et s'ils avaient été interceptés en chemin? Dans cet esprit, la police ouvrit une nouvelle enquête aux abords de l'église et sur le chemin reliant la salle à la maison. Un gardien, résidant dans l'une des fermes situées le long du chemin, était recherché. C'était un homme réservé qui n'avait jamais été interrogé à l'époque, il s'appelait Claudio Nord. Aujourd'hui, âgé de plus de 60 ans, il vivait toujours sur la même propriété, s'occupant du bétail et cultivant des légumes pour les vendre au marché. Interrogé, Claudio Nord nia avoir vu quoi que ce soit, mais un détail retint l'attention, il semblait connaître précisément le modèle et la couleur du carrosse des mariés. C'était inhabituel pour quelqu'un qui, soi-disant, n'avait même pas assisté à la cérémonie. Pressé de questions, il finit par avouer une information cruciale. Cette nuit-là, il raconta avoir entendu le bruit d'un carrosse revenant en sens inverse vers 11 heures, puis, quelques minutes plus tard, des voix agitées et le bruit d'une voiture fonçant vers le chemin de la ferme. Sur le moment, il n'a rien dit, par peur. À l'époque, s'en prendre à certaines familles, c'était comme les faire disparaître, a-t-il dit. Lorsque le chef de la police lui a montré les photos de Marlène, d'Agenor et de Monsieur Honorio, Claudio Nord n'a hésité qu'en voyant une seule image, celle d'Agenor. Celle-là, c'est celle qui est passée en voiture au petit matin, a-t-il murmuré. Cette déclaration a replacé Agenor au cœur de l'enquête. À l'époque, il s'était installé à l'intérieur du Mato Grosso, où, selon les archives, il vivait comme cow-boy dans une ferme isolée. La police du Minas Gerais a contacté l'État voisin et, une semaine plus tard, il était localisé, vivant dans une simple maison en bois avec sa femme et ses 2 jeunes enfants. Il fut emmené pour être interrogé. Au début, Agenor nia toute implication, il affirma qu'il n'était même pas au courant du mariage, qu'il n'avait plus eu de contact avec Nice depuis des années et qu'il était parti travailler au Mato Grosso. Mais il ne fallut que 20 minutes d'interrogatoire pour que son ton change. Lorsque l'inspecteur principal Jonas déposa sur la table la photo de la valise retrouvée dans la rivière, avec la robe et la fleur séchée, le visage d'Agenor se décomposa. Sa main trembla, son regard se baissa et, pour la première fois depuis 9 ans, quelqu'un commença à dire la vérité. Le silence d'Agenor ne dura que quelques secondes, mais c'était un de ces silences pesants où l'on sent le temps se dédoubler. Lorsqu'il releva enfin les yeux et croisa le regard du chef Jonas, ce qui en sortit n'était pas une simple confession, mais un récit fragmenté et confus, ponctué de respirations courtes et de mots qui semblaient blessants à force de sortir. Il a affirmé n'avoir tué personne, n'avoir pas touché à Nice, mais a confirmé, j'étais à São Geraldo dos Buriti la nuit de noces. Il a expliqué qu'il ne supportait pas l'idée de la voir avec quelqu'un d'autre. Elle était à moi, elle l'a toujours été, a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour la pièce. Il raconta qu'il était arrivé en ville par la vieille route et qu'il s'était caché toute la journée dans un hangar abandonné à l'entrée du village. Le soir, il s'approcha de l'église pour assister de loin à la cérémonie. Lorsqu'il vit Nice entrer, bras dessus bras dessous avec son grand-oncle, il cessa de respirer quelques secondes et resta là, paralysé. Puis il s'approcha de la voiture qui les ramènerait tous deux. Sur un coup de tête, il s'enveloppa le visage d'un tissu et se mit en embuscade. Alors que le couple marchait sur le chemin de terre, Agenor apparut soudain au milieu du chemin et s'approcha d'eux, je voulais juste lui parler, juste lui parler. C'est alors que Benedito aurait attaqué. Ils se sont battus, et à ce moment-là, Agenor prétendit avoir entendu le bruit d'une voiture approchant, phare braqué, moteur usé. Il courut, s'enfuit à travers bois et ne vit plus rien. Il a nié avoir emporté le corps de Benedito et s'être arrêté à Nice, mais a déclaré que quelques jours plus tard, quelqu'un avait laissé une valise devant la maison d'hôte où il séjournait à Januaria. Quand je l'ai ouverte, il y avait la robe et une lettre manuscrite me disant de me taire, sinon je finirais au fond du fleuve. La lettre a disparu, il a expliqué l'avoir brûlée par peur, mais avoir conservé le sac sans savoir pourquoi. Il l'a porté pendant des années et, un jour, pris de remords, il l'a jeté dans le fleuve São Francisco, espérant que quelqu'un le retrouverait. La version d'Agenor semblait crédible par endroits, mais bancale par ailleurs. Ce que la police savait avec certitude,
c'est que la valise contenant la robe provenait bien de quelqu'un qui connaissait trop de détails sur la nuit de noces. Ce qui ressortait le plus, c'était la lettre qu'il mentionnait, une menace formulée avec des détails personnels, sur un ton trop intime pour provenir d'un inconnu. L'hypothèse d'une deuxième personne sur les lieux reprenait de plus belle, quelqu'un arrivé en voiture, quelqu'un qui avait vu ce qui s'était passé entre Agenor et Benedito et qui avait profité de la confusion pour agir. Mais qui? À ce moment-là, une nouvelle découverte survint, et elle provenait d'un endroit inattendu, l'ancien bureau d'état civil de la ville. En examinant d'anciens actes de mariage civil, un greffier a découvert, parmi des papiers jaunis et des minutes incomplètes, une enveloppe non marquée collée au dos d'un registre des minutes. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier portant seulement 4 mots manuscrits, fausse signature. Tout est réglé. La note anonyme semblait avoir été cachée là intentionnellement. L'écriture, nette et arrondie, ressemblait beaucoup à celle des cahiers d'écoliers de l'époque. L'inspecteur Jonas fit examiner le papier, et le résultat fut surprenant, l'écriture ne correspondait qu'à celle d'une seule personne, Ned, la sœur cadette de Benedito. Interrogée, Ned nia toute implication. Elle expliqua qu'elle avait peut-être écrit ce mot parce qu'elle avait entendu quelqu'un parler ou par peur, et qu'elle l'avait caché pour éviter d'être impliquée. Mais en réalité, Ned en savait bien plus qu'elle ne l'avait laissé entendre dès le début. Elle était la seule au courant du désaccord avec son beau-père et celle qui avait accompagné Benedito le matin du mariage, lorsqu'il avait révélé qu'il ne signerait le document d'héritage qu'après la cérémonie religieuse, contrairement aux exigences d'Honorio. L'hypothèse de la police, à ce stade, était déjà formulée. Agenor s'approche du couple sur la route, Benedito réagit et il y a une bagarre, une voiture s'approche, conduite par Honorio, qui les suivait déjà de loin. Honorio est témoin de l'agitation et, au lieu d'aider, profite de la situation. Benedito est battu, peut-être par son propre beau-père, et emmené dans la voiture, Nice, sous le choc, est rapidement réduit au silence, étranglé et enterré dans un puits. Honorio, pour sauver les apparences, falsifie des signatures, manipule le notaire et force le silence en échange de protection ou d'argent. La valise est envoyée ou placée par quelqu'un, peut-être Marlène, peut-être Ned, peut-être quelqu'un d'autre qui en savait trop et s'est tu jusqu'à ce que le remords devienne plus fort que la peur. L'inspecteur principal Jonas était proche de sa conclusion, mais avant qu'il puisse interroger Honorio une dernière fois, le vieil homme disparut de la ferme où il vivait. De la remise ne subsistait qu'une feuille de papier, clouée à la porte en bois. Sur celle-ci, en grandes lettres, telle une épitaphe tordue, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser mourir avec nous. Pour beaucoup, son départ soudain a résonné comme une confession muette. Il était le dernier maillon capable de combler les lacunes restantes, mais à cet instant, il semblait déterminé à emporter les secrets avec lui. L'inspecteur principal Jonas ordonna une fouille immédiate des environs. Des hélicoptères furent dépêchés depuis Monte-Claro et des chiens renifleurs ratissèrent la ferme, mais le vieil homme semblait avoir disparu. Aucun signe d'effraction, aucune trace de panette. Le seul indice était un ticket de carburant trouvé dans la cuisine, délivré le matin même dans une station-service de Paracatu, indiquant que Honorio avait accès à de l'argent liquide, à une voiture et, probablement, à de l'aide. Ce dernier point inquiéta plus que tout le reste le chef. Honorio était un homme influent, bénéficiant de relations de longue date dans plusieurs villes du nord du Minas Gerais. Il n'était pas difficile de supposer que quelqu'un cherchait à dissimuler son évasion, quelqu'un qui le considérait encore non pas comme un meurtrier, mais comme une autorité à respecter. Pendant ce temps, l'équipe médico-légale procédait aux derniers examens des ossements. L'ADN des corps fut croisé avec celui des membres de la famille, et la confirmation scientifique fut enfin complète, Benedito et Nice étaient morts depuis leur nuit de noces. La cause de son décès, cependant, restait incertaine. L'examen n'a pas permis de déterminer s'il y avait eu de graves blessures internes avant l'immersion, mais le poids attaché au corps indiquait clairement une tentative délibérée de dissimulation. Les habitants de São Geraldo réagirent comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil. Pendant près de 10 ans, ils avaient vécu avec le mystère comme un élément de leur quotidien. Mais désormais, à chaque révélation, une blessure collective se rouvrait. Des personnes jusque-là discrètes commencèrent à fréquenter le commissariat pour partager de petits souvenirs, de vieux soupçons et des ragots qui, à l'époque,
semblaient insignifiants. Parmi ces voix, une retint son attention, Zizico, l'ancien sacristain de l'église. Homme mince et lent à la parole, il avait la quarantaine au moment de sa disparition et, en raison d'une maladie cardiaque, vivait reclus avec sa sœur. Il raconta que le soir du mariage, il était resté tard à l'église pour ranger les compositions florales. Vers 22h30, il entendit des voix sur le côté de l'église, dont une féminine, semblant implorante. Il sortit et aperçut au loin une voiture garée, le capot ouvert. 3 personnes se disputaient, une femme, un homme plus jeune et un homme plus âgé. La femme semblait tenter de les séparer. Zizico ne reconnaissait personne, mais il se souvenait d'un détail curieux, la femme portait une robe sombre avec un col en dentelle blanche et un gros collier autour du cou. Un détail qui semblait aléatoire jusqu'à ce que les enquêteurs reviennent sur les quelques photos prises lors du mariage. Sur l'une d'elles, quelques minutes avant la cérémonie, on pouvait voir une femme parmi les invités en arrière-plan, présentant exactement ses caractéristiques. Robe sombre, col blanc, gros collier, c'était Marlène Innocentia. La conclusion fut immédiate, elle était présente au mariage, déguisée parmi les invités, et personne ne l'avait remarqué. Cela renforçait l'hypothèse selon laquelle Marlène savait ce qui allait se passer, ou du moins était là pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Mais lorsqu'elle fut recontactée pour un interrogatoire plus approfondi, sa maison était fermée à clé de l'intérieur, sans aucun signe de lutte, ni aucune trace. Des voisins racontèrent avoir vu une voiture la prendre en charge au petit matin la veille, conduite par un homme portant un chapeau qui en était sorti de justesse. Comme si, une fois de plus, les fantômes de l'histoire se glissaient entre les mailles du filet. Conscient que l'affaire était devenue plus importante que toutes les autres de sa carrière, le chef Jonas a divulgué certaines informations à la presse, espérant que la pression publique forcerait les personnes impliquées à agir, à capituler. Cela a fonctionné. La semaine suivante, une lettre anonyme a été déposée dans la boîte aux lettres du commissariat, sans adresse de retour, tapée sur du papier jauni et signée d'une seule main, celui qui ne supportait plus le silence. Le contenu était simple, presque clinique. Je ne l'ai pas tué, mais je le savais depuis le début. J'ai vu ce qu'ils lui ont fait, j'ai vu son corps être emmené au puits. Je me suis tu, car il m'avait promis de prendre soin de moi, de ma fille. Mais la culpabilité est devenue un fléau. Chaque nuit, elle revient vers moi, la robe sale et le souffle court. C'était censé être juste une frayeur, mais il a perdu le contrôle. Puis, l'autre a voulu régler le problème à sa façon. Je n'étais que le lien. Maintenant, que chacun paie comme il peut. L'examen médico-légal de la lettre a révélé des fragments d'encre parmi les marques de frappe. En la comparant à d'anciennes notes de l'enquête, il a été possible d'identifier l'écriture, elle provenait de Neide, la sœur de Benedito, celle qui semblait la plus innocente, la plus affectée. Elle était le lien, la seule à connaître la routine du couple, les conflits familiaux, et qui savait probablement où et quand chaque morceau serait déplacé cette nuit-là. Elle fut placée en détention préventive, mais l'énigme était loin d'être résolue. L'arrestation de Neide provoqua un profond choc à São Geraldo dos Buriti, elle n'était que la sœur aimante, la jeune fille qui aidait à la messe, qui vendait du pain de maïs au marché. Mais pour l'inspecteur principal Jonas, elle était désormais la clé manquante, le seul témoin vivant de tout ce qui s'était réellement passé dans la nuit du 21 novembre 1981. Au début, Neide nia. Elle affirma que la lettre n'était pas la sienne, qu'on la piégeait, qu'elle ne ferait jamais de mal à son propre frère. Mais les preuves étaient accablantes, l'écriture correspondait à une note laissée chez le notaire, la dactylographie, sur une vieille machine à écrire conservée à l'école où elle enseignait, et un autre détail, la lettre était écrite sur le même type de papier que celui utilisé par la paroisse locale dans les années 1980, un lot auquel seul elle et le sacristain avaient accès. Face à cela, et après près de 6 heures de silence dans la salle d'interrogatoire, Neide a finalement pris la parole. La confession n'était pas simple, c'était un récit émouvant et douloureux, comme si les mots avaient accumulé un poids excessif au fil des ans. Pleurant à chaudes larmes, elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que cela se passe ainsi, que tout avait commencé par la peur et qu'au moment où elle avait compris ce qui se passait, il était déjà trop tard. D'après son récit,
elle a appris le plan par hasard. Elle a trouvé son père, Honorio, en train de discuter avec Marlène derrière le hangar de la ferme. Elle les a entendus discuter de la nécessité pour Benedito de disparaître avant de signer quoi que ce soit. Marlène voulait lui faire peur, simuler un enlèvement et forcer Benedito à annuler le mariage. Honorio y a vu une occasion de se débarrasser d'un gendre qu'il n'avait jamais accepté. Le plan initial était d'intercepter le couple après la fête et de les forcer à fuir. Marlène conduirait la voiture et Jenor aiderait à faire diversion. Mais la situation a dérapé. Benedito a réagi à l'approche, a frappé Agenor et a tenté de protéger Nice. À ce moment-là, Honorio est apparu et a frappé Benedito avec un morceau de bois. Il s'est évanoui. Marlène a paniqué, Nice a crié et a tenté de s'enfuir. C'est alors que, selon Naïd, son père l'a étranglé à main nue, rapidement, froidement, sans un mot. Marlène s'est effondrée sous le choc. Honorio ordonna que le corps de Nice soit placé dans le coffre. Benedito respirait encore, mais était inconscient, il fut ligoté et placé sur la banquette arrière. La voiture s'éloigna vers le barrage, où l'on sépara les corps. Marlène, fascinée, prit la robe de Nice et la fleur dans ses cheveux, les conservant comme des pièces de deuil. Naïd, silencieuse, regarda son père porter Benedito jusqu'au barrage, attacher une pierre à son corps et le jeter à l'eau. Il coula sans se réveiller, dit-elle, sans même bouger. Nice, enterré dans le puits, y fut jeté sur ordre d'Honorio. Naïd garda le silence, par peur, par honte et par obéissance aveugle à un père qui contrôlait toujours tout et tous. Lorsque l'enquête fut rouverte, Naïd pensa que le secret allait s'éteindre. Mais lorsqu'elle vit la valise flotter dans la rivière, elle comprit que quelqu'un d'autre savait, quelqu'un de furieux, quelqu'un qui gardait plus que des souvenirs. Elle soupçonnait Marlène, elle avait toujours eu un côté sombre et ne voulait pas que Benedito revienne, elle voulait qu'il souffre d'avoir choisi Nice. Dans les semaines qui suivirent le crime, Marlène tenta de se suicider à 2 reprises. Puis elle disparut. On la revit des années plus tard à Chapadao do Seu, vivant comme si de rien n'était. L'inspecteur principal Jonas, après avoir entendu tout cela, lui posa une dernière question, « Pourquoi avez-vous décidé de parler maintenant ?» La réponse fut brève, après si longtemps, le silence commençait à faire plus mal que la vérité. Les aveux de Naïd permirent à la police de lancer un mandat d'arrêt officiel contre Honorio, désormais en fuite, et un autre contre Marlène, dont la participation, même sans avoir commis les meurtres, faisait d'elle une complice active. Mais le temps commençait à manquer. À la frontière entre Goya et le Mato Grosso do Sul, une voiture immatriculée de manière frauduleuse a été retrouvée abandonnée au bord d'un ruisseau. À l'intérieur se trouvaient des vêtements d'homme, des médicaments et, dans la boîte à gants, une lettre d'adieu signée, Mi. C'était Marlène. Son corps n'a jamais été retrouvé, seulement des empreintes de pas au bord du ravin, se terminant dans l'eau peu profonde. La police a envisagé le suicide, mais l'inspecteur principal Jonas n'était pas convaincu, il pensait qu'elle en savait trop pour disparaître comme ça. Honorio, quant à lui, restait invisible. Mais un nouveau détail allait changer le cours de la traque, une information anonyme indiquait qu'il se cachait dans l'état même où la valise de Benedito était apparue 9 ans plus tôt. Le fleuve, semblait-il, n'avait pas livré tous ses secrets. Les recherches pour retrouver Honorio prirent une nouvelle direction, il semblait se cacher dans une communauté riveraine entre Januaria et Manga, une région difficile d'accès où le fleuve São Francisco serpente à travers des forêts denses, de petites îles et des habitants isolés. L'équipe, dirigée par le chef de la police Jonas, partit à bord de petites embarcations, avec l'aide de la marine et de guides locaux. Ils passèrent des jours à remonter et descendre le fleuve, à écouter les pêcheurs, à observer les sentiers et à s'enquérir d'un homme discret aux cheveux blancs arrivé sans dire d'où il venait. Au 4e jour de recherche, ils arrivèrent à une maison sur pilotis au bord d'un ruisseau étroit. Un habitant confirma qu'un homme présentant ces caractéristiques était apparu là quelques mois plus tôt, affirmant fuir l'agitation de la ville. Il payait en espèces et se montrait poli, mais n'acceptait pas les visites et sortait rarement pendant la journée. La police a discrètement encerclé la maison. À l'aube, lorsqu'ils ont frappé à la porte, l'homme n'a pas tenté de fuir, il a ouvert calmement, comme s'il avait attendu ce moment. C'était Honorio.
Son état physique était pitoyable, émacié, brûlé par le soleil et le corps creux. Il ne portait qu'un mouchoir blanc et un petit carnet dans sa poche. Il a été arrêté sans résistance. Sur le chemin du retour, il resta silencieux, refusant eau, nourriture et questions. Au commissariat, la scène semblait surréaliste, l'homme qui avait tout contrôlé pendant si longtemps était maintenant assis à la table même où sa fille avait avoué les crimes. Lorsque l'inspecteur principal Jonas l'interrogea pour la première fois, il dit simplement. La simple évocation du nom de Nice suffisait à provoquer une réaction, les larmes lui montèrent aux yeux. C'était la première et unique fois, pourtant, elle refusa de signer la moindre confession. Elle dit simplement avoir fait ce qu'elle pensait être juste pour protéger le nom de famille et, à voix basse, murmura, ils allaient partir, se marier, enregistrer les actes, partager les terres. Elle savait que j'étais contre, et il pensait pouvoir me confronter chez moi. Mais je viens d'une époque où la parole du père faisait loi. Le commissaire comprenait ce qui se cachait derrière tout cela, l'orgueil, un orgueil ancien et amer, ancré dans un modèle de masculinité dépassée, où le contrôle était confondu avec l'honneur, l'amour avec la possession. Au cours du procès, Neide fit une autre déclaration, plus calme cette fois. Elle affirma qu'elle porterait la culpabilité toute sa vie, mais qu'elle ne supportait plus d'être complice d'un crime qui avait tué les deux seules personnes qu'elle aimait vraiment. Honorio, quant à lui, resta froid. Il nia, jusqu'au dernier moment, avoir touché Nice. Il affirma qu'elle était morte de peur. L'expertise médico-légale avait déjà prouvé le contraire, mais il semblait préférer s'en tenir à sa propre version. Il fut condamné à 32 ans de prison pour double homicide et recel de cadavres. Il a passé les 2 premières années à Monte-Claro, puis a été transféré dans un hôpital pénitentiaire, où il a passé la majeure partie de son temps. Il est décédé peu après de complications respiratoires, sans jamais avoir reçu une seule visite. Marlène Innocentia n'a jamais été retrouvée. Certains pensent qu'elle s'est suicidée la nuit où elle a laissé sa voiture au bord du ruisseau. D'autres affirment qu'elle s'est échappée grâce à l'aide d'un parent éloigné et qu'elle vit cachée dans une ville de l'intérieur de Goya, sous un autre nom, un autre visage, et peut-être la même valise vide. Jenor, après avoir purgé une peine pour parjure et refus d'assistance, est retourné au Mato Grosso et n'a plus jamais été revu. Le pêcheur Elias, qui a retrouvé la valise 9 ans après le crime, a désormais son nom inscrit sur la place principale de São Geraldo. Il est le seul à avoir, sans le vouloir, dénoué un nœud que beaucoup considéraient déjà comme insurmontable. Dona Hilda est décédée 3 mois après le procès. Sur sa pierre tombale figure une inscription choisie par Neide elle-même, avant son arrestation. Tu peux te reposer maintenant, ma petite fille. L'amour qu'ils ont essayé de faire taire a été entendu. L'affaire étant officiellement close, la ville de São Geraldo dos Buriti a lentement tenté de retrouver une vie normale. Mais le silence de près d'une décennie, suivi de révélations aussi profondes, a laissé des cicatrices durables qui ne s'effaceront jamais. La maison où Benedito et Nice auraient dû vivre ne fut plus jamais habitée. Elle est toujours debout, fenêtres condamnées et clôtures grillagées de travers, tel un mémorial involontaire. De temps à autre, les habitants déposent des fleurs devant la porte, généralement le lundi, jour où Nice enseignait à l'école. Un geste simple, mais chargé de sens. Le puits derrière l'école où elle a été enterrée a été scellé avec du béton et doté d'une petite plaque discrète et anonyme avec seulement 4 mots. Ici, le silence hurlait. La sœur de Benedito, Neide, a été condamnée à 8 ans de prison pour participation indirecte et refus d'assistance. Elle a purgé 3 ans de prison ferme, puis a été transférée en résidence surveillée. Aujourd'hui, elle vit dans une petite ville de Chapada Gaucha, dans une maison fournie par un parent éloigné. Elle parle rarement à qui que ce soit, mais elle a autorisé une équipe de tournage à se rendre sur place une fois par an pour perpétuer l'histoire non pas en son nom, mais au nom des 2 personnes qui n'ont pas pu donner leur propre version. L'un de ces documentaristes a trouvé, en 2005, un vieux carnet dans une friperie de Paracatu. Il s'agissait d'un journal intime daté de 1981, portant les initiales émises au dos de la couverture, des pages déchirées, des taches d'humidité et une écriture mal organisée, mais dont certains passages correspondaient aux dates et aux détails de la nuit de noces.
Une phrase s'est démarquée du texte. S'il n'est pas à moi, qu'il ne soit à personne d'autre. Cette condamnation renforçait ce que l'enquête avait déjà démontré, Marlène n'était pas seulement un témoin, elle était un élément central de la tragédie. Son amour pour Benedito, mêlé de rejet, nourrissait quelque chose de bien plus vaste qu'une rupture, un plan élaboré dans l'ombre, alimenté par des alliances toxiques et la connivence de ceux qu'elle était censée protéger. Leur histoire a commencé à être racontée dans les écoles locales, dans le cadre des cours de citoyenneté. Non pas comme un conte d'horreur, mais comme un rappel de ce qui arrive lorsque l'orgueil prend le pas sur l'affection, lorsque le silence est cultivé comme une vertu et lorsque l'amour est manipulé comme une possession. En 2021, 40 ans après la disparition, la mairie a inauguré un mémorial simple devant l'ancienne église, orné de 2 plaques en céramique. La première porte les noms de Nice de Fatima Araujo, Benedito Ribeiro da Luz. La seconde porte l'inscription choisie par les anciens élèves de Nice. L'amour ne disparaît pas, il attend juste d'être rappelé avec justice. Cette phrase a résonné non seulement parmi les villageois, mais aussi dans tout le Brésil, après que l'histoire a été racontée dans un documentaire diffusé à la télévision publique du Minas Gerais. Mais ce qui a le plus impressionné les producteurs lors du tournage de l'émission spéciale, c'est l'histoire d'une femme âgée, habitant les berges de la rivière, près de l'orbite de la chauve-souris. Elle racontait avoir vu pendant des années une femme aux cheveux noirs, portant un gros collier et un regard perdu, marcher seule au crépuscule le long de la berge, silencieuse, toujours une fleur serrée entre ses doigts. Elle ne parlait à personne, ne répondait jamais aux salutations. Un jour, elle disparut tout simplement. La fleur était toujours la même, une fleur rose. Le chef Jonas, aujourd'hui à la retraite, conserve une copie de la photo de mariage que lui a offerte Dona Hilda dans ses derniers jours. Le cadre est simple, en bois noirci par le temps. Mais au dos, collé au dos, se trouve une petite note qu'il a écrite lui-même. Il méritait une autre nuit, un autre chemin. Mais au moins maintenant la vérité a éclaté. Au final, il ne restait plus que les certitudes révélées par les rapports et les confessions, il restait une ville transformée. Non pas par l'horreur des événements, mais par la force de la vérité qui, même étouffée pendant des années, persistait à émerger. L'histoire de Benedito et Nice devint un monument silencieux à São Geraldo dos Buriti. Il n'y a plus de panneaux touristiques ni de films à sensation, mais il y a la mémoire, des noms prononcés avec respect, et une forme de justice qui, bien que tardive, offrait une paix incomplète, mais possible. La valise retrouvée dans la rivière est toujours conservée dans une vitrine du petit commissariat local. La robe, aujourd'hui sèche et soigneusement restaurée, a été offerte à l'école où Nice enseignait. Elle est exposée sous verre, accompagnée de dessins réalisés par les élèves actuels, des cœurs, des maisons, des fleurs, et la phrase la plus souvent répétée. Professeur Nice, vous n'avez pas disparu, vous êtes revenu. Le barrage de la ferme du Retiro a été comblé, la zone où Benedito a été jeté a été rebaptisée Curva da Esperança, un nom donné par les habitants eux-mêmes. Certains y voient une exagération, une tentative d'effacer ce qui s'est passé. D'autres y voient une façon de redonner un sens à ce lieu qui a tenté d'ignorer la vérité. En fin de compte, l'affaire a révélé quelque chose de plus profond que le crime lui-même, elle a montré comment les tragédies les plus dévastatrices peuvent naître de la banalité des gestes du quotidien, des silences commodes, des amours non résolus et des vanités longtemps enfouies. Il n'y a pas eu de fin heureuse, mais une conclusion, et pour ceux qui ont attendu des années, cela représente presque un nouveau départ. Si Benedito et Nice avaient survécu, ils vivraient peut-être aujourd'hui dans cette simple maison de 2 pièces, avec enfants, petits-enfants et une histoire complètement différente à raconter. Peut-être iraient-ils ensemble au marché et à la messe, faisant l'expérience des détails invisibles qui composent une vie. Mais ce que le destin a nié, la mémoire reconstruite, car il y a des histoires qui refusent de disparaître et des personnes qui, même réduites au silence, finissent par être entendues.